nous enchaînons avec cette table ronde qui est consacrée aux IA génératives. Nous souhaitons la bienvenue à Stéphane Pardou, directeur général de l'ANAP, au professeur Jean-Emmanuel Bibaud, professeur en oncologie radiothérapie à l'Université Paris-Cité et cofondateur de Jade. Mostafa Lassik également, directeur général du groupe MIPI-CIB. Et enfin, Patrick Laurent Springs, directeur général de Numspot. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Ma première question, elle est pour vous, Stéphane Pardou. L'ANAP recense depuis plusieurs années des projets d'intelligence artificielle qui sont déployés dans les établissements de santé. C'est un recensement qui dessine finalement une cartographie des usages. Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette cartographie? Où l'IA se déploie-t-elle vraiment en santé aujourd'hui? Bien, bonjour à tous, merci de l'invitation et bravo pour l'organisation de cet événement. Quand on parle performance et quand on parle de l'ANAP, on a tout de suite tendance à penser qu'on va parler marge brute, taux d'exploitation, résultats financiers. Or, dans la conviction qu'on a à l'ANAP sur la performance, c'est qu'il y a des grands leviers aujourd'hui pour une performance globale, le développement durable par exemple, mais il y a bien évidemment la transformation numérique et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et on a une deuxième conviction, c'est qu'on peut se le dire, on a peut-être parfois un peu traîné ou raté un certain déploiement numérique dans les établissements de santé, avec de l'usage qui n'a pas été suffisamment bien accepté par les professionnels. Il ne faut sans doute pas qu'on fasse la même erreur sur l'intelligence artificielle. Nous, notre conviction, et ce qu'on essaye de montrer, c'est que ce n'est pas le futur, mais c'est le présent. Et qu'aujourd'hui, le deuxième point qu'on essaye de mettre en évidence, c'est que l'intelligence artificielle, certes, ça a commencé sur des applications à visée diagnostic, mais ce n'est pas que du diagnostic. C'est toutes les fonctions support. Et on sait qu'à l'hôpital, dans les structures sanitaires, il y a beaucoup d'irritants, beaucoup de tâches répétitives, beaucoup de choses qui sont complexes à organiser pour les encadrants. Et nous, on a la conviction que l'intelligence artificielle, ça sera massivement déployé dans les établissements si ça permet de gagner du temps, de gagner en efficacité. Et on a recensé, vous l'avez dit, sur cette plateforme, plein d'applications aujourd'hui disponibles sur le marché, testées, pas des POC, pas des applications de devenir, mais des applications, des solutions, pardon, que des établissements ont achetées, ont acquis auprès d'industriels, de start-up qui les ont montées et qui les ont mis en production. Et le rôle de l'ANAP, c'est de montrer, à voir, de dire à l'ensemble des autres acteurs du secteur de la santé, ça existe. Par exemple, l'automatisation des comptes rendus médicaux, c'est fait, ça existe. L'optimisation et l'automatisation du codage, ça existe. Je ne cite pas les noms des sociétés, mais je pourrais les citer ici. Dire que le recueil de la satisfaction des résidents ou des patients par de l'intelligence artificielle, ça existe. La preuve, la Haute Autorité de Santé elle-même l'a mis en place pour ses indicateurs ISATIS. De dire que, par exemple, on peut surveiller ce qui se passe dans les chambres des résidents avec de l'intelligence artificielle qui écoute les sons dans les chambres. Ça existe, ça a été mis en place au CHRU de Brest. Et on a recensé, vous l'avez dit comme ça, vous l'avez dit, on a recensé 50 aujourd'hui et on continue, nos équipes à l'ANAP continuent à sourcer avec l'aide de tous et on recense et on a plusieurs milliers d'utilisateurs qui viennent regarder ces plateformes et on espère que lorsqu'ils ont fini de lire, eh bien, immédiatement, ils se disent « mais moi je vais le faire ». Et le deuxième travail de l'ANAP, c'est qu'on fait en sorte que le déploiement soit jugé facile. D'où ce type de production que vous avez à l'écran, que nous venons de sortir il y a quelques jours. On essaye simplement d'expliquer, en prenant l'ensemble des données réglementaires, l'ensemble des données législatives, d'expliquer à l'ensemble du secteur comment déployer l'intelligence artificielle en confiance. Donc à la fois du donné à voir très concret sur ce qu'est aujourd'hui l'utilisation d'intelligence artificielle dans les établissements et du donné à comprendre sur comment on fait simplement un plan stratégique d'intelligence artificielle. Et ça, j'y reviendrai après, à la deuxième partie. Très bien, merci. Merci Stéphane Pardou. Alors on va tester en fait ce que vous venez de nous dire sur les établissements avec vous, professeur Bibaud, puisque vous avez en fait deux casquettes aujourd'hui, celle de médecin oncologue radiothérapeute donc à l'hôpital Georges Pompidou de l'AP-HP, mais vous êtes également, en fait il y en a 3, chercheur en intelligence artificielle, également doc entrepreneur, hein, donc vous faites partie de ces médecins qui créent leur entreprise avec Jade. Est-ce que ce que vous voyez sur la réalité, enfin ce qui a été présenté par Stéphane Pardou, c'est la réalité que vous voyez dans les établissements? Alors, donc moi, effectivement, je suis avant tout clinicien en fait, donc je fais vraiment du soin à l'hôpital Pompidou à Paris. Ce qu'on voit dans la réalité quotidienne, c'est que l'IA pas générative est utilisée vraiment au quotidien là.
Ça fait maintenant peut-être 2-3 ans que c'est vraiment dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup d'exemples. Les principaux exemples, c'est évidemment, vous le savez tous, je pense, ceux qui sont liés à l'interprétation de l'image. Donc typiquement l'imagerie médicale, mais aussi la segmentation des images automatiques, notamment en radiothérapie. Nous, on s'en sert pour tous nos patients. Et puis la dernière application, c'est au niveau de l'anatomopathologie, c'est-à-dire l'analyse des biopsies sous microscope, qui sont en train aussi d'être très automatisées. La réalité sur le plan de l'IA génératif, c'est qu'il y a effectivement un très grand nombre de produits disponibles et qu'ils ne sont pour l'instant, de mon sentiment pour une fois de clinicien et qui discute avec pas mal de gens de toute la France sur ce point-là, pas encore tout à fait aussi utilisés que l'IA classique. Peut-être que dans 1 an ou 2, ils le seront. Je pense que l'un des principaux freins à leur utilisation actuelle, c'est l'absence de vision très très claire sur leur financement. Typiquement à l'hôpital, si vous avez un produit qui est bien, mais qui ne fait pas de façon objective gagner du temps ou de la productivité aux médecins, eh bien, les directions de finances ne vont pas forcément le prendre. Et ce qui pousse d'ailleurs pas mal d'entreprises, dont par exemple Nabla, qui était l'année dernière, à axer leur développement avant tout sur plutôt les États-Unis, plutôt que sur la France. Donc on a en fait pas mal de fondateurs français, y compris, alors pas que en médecine, mais y compris en médecine, qui se développent surtout aux États-Unis. Ouais. Mostafa Lassi, votre voisin, quel rôle joue le MIPI peut-être et quelle est la vision finalement, votre vision? Vous voyez cet écosystème qui intègre de plus en plus d'IA, là on commence à parler d'IA générative. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la vision du MIPI-CIB dans ce déploiement? Bravo pour cette organisation aujourd'hui et merci de me donner l'occasion de mettre la lumière sur ce nouveau groupe public puisque le MIPI est connu, mais le MIPI n'existe plus. Depuis quelques jours, 1er janvier exactement, nous avons fusionné 2 magnifiques groupements que sont le CIB et le MIPI, qui sont des groupements d'intérêt public, qui sont nés à l'hôpital il y a une 50aine d'années et qui ont dans leur ADN la co-construction avec directement les professionnels de santé à l'hôpital et qui ont évolué au fil des années pour accompagner les établissements de santé dans la digitalisation. Et donc depuis le 1er janvier, effectivement, nous sommes une seule entité, un groupe public dédié justement à l'accélération de la digitalisation de notre système de santé, à l'accompagnement évidemment des acteurs du numérique en santé. Alors nous avons une place particulière puisque nous sommes présents aujourd'hui dans 123 groupements hospitaliers de territoire sur 136, ce qui fait une place assez importante, 90% de présence dans l'ensemble des établissements de santé et assez rapidement, puisque en fait on construit directement avec nos acteurs, on s'est rendu compte, pour dire la vérité, qu'on n'est pas en capacité de tout faire. Et on n'est pas en capacité de tout faire. Il y a un proverbe ou un adage, un vieil adage ou un vieux proverbe. Peut-être on en a d'autres des proverbes qui vont être totalement remis en cause avec l'intelligence artificielle qui dit « seul on va plus vite et ensemble on va plus loin ». Avec l'intelligence artificielle, c'est complètement has-been. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, ensemble, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. Donc, on a décidé de créer un espace de confiance parce que c'est une demande de nos adhérents directement. Les hospitaliers nous ont indiqué à un moment donné, et puis on avait conscience qu'on ne pouvait pas tout faire, de pouvoir effectivement créer un espace de confiance dans lequel on allait travailler avec l'ensemble des acteurs de notre écosystème, aussi bien évidemment des startups qu'on peut aider en termes d'industrialisation, en termes de pénétration également de marché, également en termes de messages qu'on envoie à l'ensemble de nos adhérents avec cette capacité aussi de sécurisation de l'ensemble de ces éléments-là, parce qu'on parle d'IA, on n'a pas encore parlé ce matin de cybersécurité. IA sans cybersécurité, c'est pas possible. Donc il y a aussi besoin de sécuriser ces éléments. Et donc on a construit... Il y a un atelier cet après-midi, parfait. Et donc on a décidé effectivement de créer ce store. On a mis un peu de temps à vraiment co-construire avec un certain nombre d'acteurs ce dispositif. Aujourd'hui, il y a effectivement des startups qui nous ont rejoints parce qu'il y avait besoin aussi d'industrialiser tout ce dispositif. Alors l'ANAP tout à l'heure citait la liste effectivement de tous les acteurs. Ils sont nombreux et semaine après semaine, ils sont de plus en plus nombreux. Mais à un moment donné, c'est important aussi de savoir comment on peut apporter de la valeur ajoutée en intégrant l'IA dans les pratiques. Et c'est là... j'ai envie de dire, la force de notre groupe public au service des établissements adhérents, c'est-à-dire qu'on va venir intégrer ces solutions et pas uniquement les considérer dans un écosystème, j'ai envie de dire, unitaire, pour venir évidemment enrichir les offres,
Nous sommes confrontés évidemment dans tous les établissements de santé dans lesquels nous intervenons à toutes les solutions du marché, y compris nos collègues concurrents. C'est quelque chose qu'on connaît absolument partout et c'était absolument important à un moment donné de se dire qu'on a la capacité effectivement ensemble de ne pas réinventer le fil à couper le beurre et se dire très clairement que quand il y a une solution qui existe déjà, on voit comment effectivement on peut l'intégrer dans ce store. Donc c'est la position effectivement de notre nouveau groupe public qui depuis le 1er janvier a décidé d'accélérer évidemment le sujet de l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, le président de la Haute Autorité de Santé disait on ne peut pas dans le projet stratégique de la Haute Autorité de Santé ne pas intégrer l'intelligence artificielle. Je pense qu'on est nombreux actuellement ici à travailler nos schémas, nos projets d'entreprise, d'évolution, et je pense qu'aucun d'entre nous autour de la salle ne peut pas effectivement intégrer l'intelligence artificielle, soit évidemment dans sa transformation, soit en complément de son offre pour justement apporter une valeur ajoutée. On reverra, Mostafa, directement le store que vous évoquez dans votre deuxième passage. Alors, vous venez de l'évoquer, vous avez parlé de cybersécurité. Il y a forcément une thématique qui est très en lien quand on parle d'IA et forcément d'IA générative, c'est le cloud. Il y a des actualités internationales, je pense Patrick que vous allez pouvoir peut-être nous évoquer, mais quand on parle forcément d'IA et d'IA générative, la notion de cloud, d'infrastructure qui va permettre de porter en fait ces développements, on ne peut pas l'ignorer. Et c'est là où Numspot, vous intervenez. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler un petit peu le rôle du cloud pour que ces IA soient performantes pour les praticiens comme le professeur Bibaud et tous ceux que Stéphane Pardoux a évoqués tout à l'heure? Merci beaucoup Jérôme. Peut-être juste donner un petit mot à propos de Numspot, qui est une jeune société, un nouvel opérateur du cloud qui a été cofondé par la Banque des Territoires du groupe Caisse des Dépôts, par Docapost, par Bouygues Télécom et par Dassault Systèmes, donc 4 acteurs publics et privés de long terme, et dont la vocation est justement d'accompagner des secteurs sensibles comme celui de la santé dans la mise en place de plateformes de cloud de confiance. Alors, pourquoi Numspot et pourquoi aussi dans l'actualité, on le voit, la question de l'IA est au centre du jeu, la question au centre du jeu aussi géopolitique, donc on est dans des enjeux qui quelque part nous dépassent. Et on le voit, il n'y a pas d'IA sans cloud, c'est-à-dire que pour des raisons de puissance de calcul, aujourd'hui on ne peut pas, pour passer à l'échelle, et on l'a vu dans la première table ronde, l'enjeu de passage à l'échelle est un enjeu absolument majeur. On ne peut pas le faire sans s'appuyer sur le cloud, qui est le seul endroit où on peut disposer de la puissance de calcul. Mais le deuxième point important, c'est qu'il n'y a pas d'IA de confiance sans cloud de confiance. Et donc là, il y a un point également majeur pour nous tous, qui est de bien vérifier dès lors qu'on est sur un sujet sensible, où on parle de données éminemment personnelles et éminemment privées, de vérifier évidemment qu'on produit et qu'on traite les algorithmes dans un cadre de confiance. Et donc, pour prendre un exemple, quand nous travaillons avec la Poste Santé Autonomie ou avec Docapost sur un assistant d'intelligence générative comme Dalvia, qui propose des synthèses patients, qui propose de faire des lettres de liaison, eh bien, notre enjeu, c'est by design, j'ai envie de dire par construction, de le construire dans un environnement de confiance, d'en faire un outil qui soit la première IA générative qui soit éthique et souveraine en même temps. On a des travaux passionnants avec la CNIL. On est, je pense, assez en pointe dans le fait de traduire dans les faits ce que c'est qu'une IA de confiance. Mais du coup, ultimement, il faut vérifier où ça se trouve. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, on parlait de Intel Inside, comme un signe de confiance. Si vous avez une puce Intel, alors votre ordinateur, c'est quelque chose qui vaut quelque chose. Et bien là, la question, c'est il y a quoi à l'intérieur de votre IA générative? Alors, évidemment, on rêve d'un Numspot Inside pour tout le monde, mais je crois qu'il y a aussi d'autres acteurs de confiance. Mais cette question de qu'est-ce qu'il y a dans le moteur, où sont posées les données, qui administre ces données, est un point essentiel en 2025, et notamment dans l'actualité où on voit que des acteurs étrangers et non européens pourraient avoir envie de s'emparer des données de santé du continent pour favoriser leurs propres acteurs économiques, pharmaceutiques, laboratoires de recherche, et quelque part en venant prendre nos données pour les utiliser pour des avantages concurrentiels. Voilà. On évoquera ce sujet de la souveraineté forcément dans la deuxième partie. Stéphane, pardon, on va continuer avec vous. Vous avez parlé qu'il y avait donc des usages concrets déjà dans le milieu hospitalier en termes d'IA, et que vous avez notamment publié dernièrement un rapport sur le panorama des métiers aussi en émergence, savoir comment on va faire évoluer.
Quel usage se dessine aujourd'hui par rapport au numérique et les technologies en santé ? D'abord, je voudrais revenir juste une seconde sur ce qui a été évoqué sur le modèle économique. C'est tout à fait vrai qu'il y a, à chaque fois qu'on se pose la question de déployer des solutions nouvelles, la question du modèle économique, puisque soit on est dans le cadre des grands programmes numériques financés par les pouvoirs publics, soit on est dans des modes de financement complémentaires. Nous, la conviction qu'on a, c'est que lorsqu'on est sur des solutions qui sont capables de régler un grand nombre d'irritants du quotidien, il y a des marges de manœuvre qui sont possibles de dégager dans les établissements de santé. Lorsqu'on a des applications, et je vais y revenir là à l'instant, lorsqu'on commence à travailler sur des solutions de gestion des plannings, qui pour nous est un sujet extrêmement important, quand on connaît la complexité de réalisation d'un planning hospitalier, si demain l'intelligence artificielle est en situation de réaliser des plannings plus rapidement, de façon plus sécurisée qu'aujourd'hui les encadrants. Mais là, il y a tous les budgets, pardonnez-moi, je caricature un peu, il y a tous les budgets disponibles pour implanter une telle solution quand on sait l'impact que cela peut avoir. Donc je voulais revenir juste une seconde, même si c'est tout à fait exact, qu'aujourd'hui, dans les modèles économiques, il faut dégager des marges internes pour trouver ce type de financement. Nous, ce qu'on voit vraiment, c'est comme sur la transition écologique. Il y a une bascule très importante dans les établissements sur la compréhension de ces enjeux et la volonté d'accélérer sur le déploiement de ces solutions. Il y a une volonté très nette. Il y a encore, comme sur la transition écologique, peut-être un peu de confusion au vu, comme vous l'avez dit, de toutes les offres disponibles sur le marché, de toutes les solutions. Et donc, ce qu'on essaye de faire, et en lien avec le ministère de la Santé, qui va sans doute avoir des initiatives sur le sujet, bien sûr, c'est d'essayer vraiment de faire comprendre à l'ensemble du secteur ce qui est aujourd'hui opérant, ce qui est encore en devenir. Et Moustapha Lassik l'a dit, c'est également très important que les grands éditeurs des pays l'intègrent désormais plus massivement, parce que sinon, le risque, c'est d'avoir une multiplication d'applications et qu'on se retrouve à nouveau dans ce qu'on a bien connu dans le monde hospitalier, une succession d'applications. Du coup, pour nous, l'enjeu, c'est qu'on soit sur des solutions d'intelligence artificielle qui règlent les irritants du quotidien et qui montrent une plus-value en efficacité. Comme ça a été le cas, ça a été dit par le professeur, pour ne pas écorcher Bibo, sur la partie diagnostic, que sur les fonctions support, on soit sur les mêmes sujets qui viennent aider à la rapidité de la prise en charge. C'est la raison pour laquelle on a lancé une initiative que moi j'estime particulièrement amusante par ailleurs. Il y a eu Kasparov contre la machine, vous vous rappelez, au moment de Deep Blue. On a lancé un grand challenge, intelligence artificielle contre cadre de santé sur réaliser votre planning. Si on peut mettre à l'arrière, le 6 mars prochain, on a lancé un grand challenge où 8 cadres de santé affronteront dans la même journée 8 autres cadres qui auront été formés et qui seront assistés de solutions d'intelligence artificielle pour réaliser les plannings. Ces 8 cadres, on a eu 400 candidatures de cadres de santé qui veulent soit tester les solutions d'intelligence artificielle, soit se confronter aux machines, à l'intelligence artificielle. Et donc, l'idée, il y a 4 solutions, je ne vais pas les citer ici, je peux dire leur nom, mais bon, voilà, on peut les garder aussi, qui seront testées. L'enjeu, c'est qu'à la fin de cette journée, un jury regarde la qualité des plannings et dira si oui ou non l'intelligence artificielle, à date, réalise plus rapidement, plus simplement et de façon plus sécurisée des plannings. Aujourd'hui, un cadre de santé, il estime en moyenne qu'il passe peut-être plus de la moitié de son temps à réaliser des plannings. Si l'intelligence artificielle est en situation de répondre à cette question-là, d'améliorer cette question-là, eh bien, on voit le gain que cela peut procurer dans le fonctionnement des établissements en organisation. Donc c'est ça notre ligne, c'est de démontrer ou d'infirmer, s'il y a matière à infirmer, la plus-value de l'intelligence artificielle pour la résolution d'irritants ou de difficultés concrètes de fonctionnement. C'est ça la ligne et c'est l'objectif de ce duel avec l'IA que nous lançons le 6 mars. Et d'un challenge dont on peut se dire en plaisantant qu'on espère tous, pour tous ceux qui ont travaillé en établissement de santé, on espère tous que l'IA gagne. Parce que quand on sait ce que c'est que de réaliser un planning d'une équipe de soins, parce qu'il y a des anciens cadres de santé ou des cadres de santé dans la salle, quand on sait ce que ça représente, on espère tous que l'IA gagne. Non. Mais l'objectif, c'est de tester la solution. Très bien, donc vous confirmez l'approche de co-construction que évoquait Moustapha Lassik tout à l'heure au niveau de l'écosystème.
Et donc, on suivra ça avec intérêt, donc le 6 mars, le résultat. Professeur Bibaud, vous avez listé, au cours de votre première intervention, les premiers cas d'usage, enfin, les cas installés de l'usage de l'IA, donc l'imagerie, l'anatomopathologie. Là, peut-être d'un point de vue aussi un peu patient, est-ce que l'IA générative peut embarquer les patients? Si oui, de quelle manière? Comment on pourrait le mettre à bon escient? C'est vrai qu'on parle beaucoup de grands principes, mais dans la vie de tous les jours, par exemple en cancérologie, si vous avez des patients un peu âgés, c'est loin d'être facile en réalité d'avoir des patients qui vont se servir de la solution et puis qui vont peut-être s'en servir une fois et puis peut-être pas deux en fait. Et donc une seule fois, c'est loin d'être suffisant. Donc clairement, il y a un très gros travail à faire sur l'accessibilité, on va dire l'intuitivité, l'interface patient qui doit être fait. Malheureusement, ce travail sur l'interface, etc., j'ai envie de dire que bien souvent, dans les DPI, les professionnels de santé n'en ont pas bénéficié. C'est-à-dire que les interfaces sont souvent assez difficiles à utiliser, malheureusement. Et donc, il ne faut pas qu'on fasse cette erreur-là au niveau des patients, évidemment. Nous, c'est ce qu'on a fait au niveau de Jade. On a, ça a été évoqué tout à l'heure, fait une étude au Brésil, pour des raisons un petit peu opportunistes, parce qu'ils voulaient faire une étude pour la publier ensuite, plus tard. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus et on a demandé aux patients de l'Institut national du cancer de Rio de Janeiro s'ils trouvaient que l'interface était bien et s'ils voulaient s'en servir. Et s'ils s'en servaient, on a calculé le taux de rétention. Et donc on avait 95% de taux de rétention. Si vous regardez par rapport à la littérature, c'est vraiment assez important. Et je pense donc que ça, c'est absolument majeur. On parlait de l'intérêt pour les professionnels, mais il faut aussi parler de l'intérêt pour les patients. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a montré qu'on était très accélérateur en termes de productivité, cette fois-ci pour les médecins, 30% quasiment de temps gagné sur les consultations. Mais là, je vais quand même rajouter un petit bémol, entre guillemets, c'est qu'on parle très souvent de productivité quand on parle d'IA en médecine, et je pense que c'est une erreur majeure. On ne peut pas parler que de productivité, il faut aussi absolument parler de qualité. C'est-à-dire, on fait bien, mais il faut faire peut-être même mieux que ce qu'on fait, et pas simplement gagner du temps et voir plus de patients. Ça, à mon avis, c'est une énorme erreur qu'il ne faut surtout pas faire. Et donc, on a montré, toujours dans cette thématique que je mentionne, que les comptes rendus automatiques qu'on génère, puisqu'on parlait tout à l'heure des comptes rendus automatiques en cancérologie, sont meilleurs que les comptes rendus faits par des humains, puisqu'on l'a évalué en aveugle, c'est-à-dire qu'on a demandé à des gens de regarder, et on ne leur a pas dit lesquels avaient été faits automatiquement et lesquels avaient été faits par des humains. Et donc, on est meilleur dans 80% des cas. Donc, il y a le côté productivité, mais il y a le côté vraiment qualité des soins qui est absolument majeur. Et donc, une des raisons d'être de Jade, c'est d'aider les médecins à prendre les bonnes décisions, puisqu'on sait que, par exemple, les symptômes sont mal évalués dans 20% des patients, et que les patients qui sont mal évalués ont une perte de chance de 30%. Donc, c'est loin d'être absolument trivial. Et donc, il faut vraiment adresser ça, et je pense que l'IA générative est une des façons de le faire. Merci, professeur Bibaud. Et donc vous avez vu à l'écran le reportage qui a été fait dans notre média vidéo L'œil de la e-santé. Donc, comme pour ce matin, vous pouvez le retrouver sur notre plateforme. Et vous évoquez un sujet qui est important, qui est toujours d'avoir l'aspect scientifique. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne le suivent pas encore, de suivre le professeur Bibaud sur LinkedIn, où vous partagez quasiment tous les matins, presque plus que moi, de la partie scientifique. Et puis, on va également, je pense que vous avez pu le voir, il y a 2 ans, vous aviez publié 2041 le lycée de la médecine, qui a été un énorme succès. Et là, vous lancez Cancer Confidential, qui est tout aussi passionnant sur l'histoire du cancer. Je vous invite également à le découvrir. Mostafa Lassik, vous avez parlé tout à l'heure d'écosystème, de travailler ensemble. Ça, vous l'appliquez aussi pas que dans votre activité professionnelle au niveau du MIPICIB, mais aussi avec votre casquette de président de l'ACIN HPA, je ne sais jamais le prononcer. La Sympa, c'est plus sympa en plus à dire, voilà. Qui notamment met en avant ses collaborations avec l'écosystème. On a parlé on va le voir sur le store là, dans quelques secondes, sur je crois 2 sociétés avec lesquelles vous travaillez, avec Pozos, avec Opia, mais voilà, avec cette casquette peut-être plus écosystème, comment vous interagissez avec ces acteurs, les 1000 hôpitaux aussi ou établissements avec lesquels vous intervenez. C'est intéressant d'avoir cette double vision. Ok, j'en profite juste pour rebondir sur l'invitation de Stéphane Pardoux, parce qu'on a un passé commun à l'hôpital, donc on répondra présent au duel, puisque Jérôme, tu citais Opia. Opia, c'est justement une start-up
qui a travaillé justement sur le développement d'une intelligence artificielle qui permet d'automatiser et quasiment de faire les plannings à la place des cadres de santé, des radiologues. On sait que les radiologues, par exemple, ça c'est voilà. Et donc dans les solutions qui sera testées. Et bien parfait. Donc, et dans le challenge et dans le combat. Et donc je le savais pas, donc c'est parfait. Donc on est dans ce dispositif. La Sympa, alors nous sommes, alors la Sympa, nous avons 22 ans. On existe depuis 22 ans et puis depuis maintenant 1 an et demi, en fait, ça fait qu'1 an et demi, nous avons décidé de nous transformer, de devenir une fédération qui, je l'espère, d'ici la fin de l'année, sera reconnue d'utilité publique et qui regroupe tous les acteurs de notre écosystème. Donc j'ai des adhérents qui œuvrent dans le système du numérique en santé avec une volonté autour de la souveraineté et de l'éthique. Donc on a d'ailleurs parmi l'Assemblée ici présente quelques adhérents qui sont aujourd'hui présents. NumSpot, par exemple, par le biais de DocaPost est adhérent de la Sympa, mais on a d'autres groupes aujourd'hui européens même. Voilà, on est vraiment européens. Et en fait, au travers de cette fédération, nous mutualisons évidemment les sujets d'actualité. C'est aussi une fédération qui est régulièrement en échange avec le ministère de la Santé pour justement anticiper le plus possible les évolutions, parce que vous savez, entre le moment où on prend des décisions et le moment où il faut les appliquer, il faut pas mal de temps. Donc on est vraiment en anticipation. On va d'ailleurs, au niveau de la Sympa, dès le mois prochain, préparer nos propositions pour les prochaines élections présidentielles. Ça sera peut-être une intelligence artificielle qui va nous aider à améliorer un petit peu le dispositif et à venir justement flécher les fonds là où il y a de véritables attentes au niveau des établissements. Je pense que l'intelligence artificielle, elle peut énormément nous aider à mieux comprendre également l'écosystème, qui n'est pas unique. Quand on parle par exemple de convergence de systèmes d'information dans les établissements, je crois que ceux qui sont spécialistes des hôpitaux savent que c'est absolument pas homogène, et donc il y a pas mal d'actions là-dessus. Donc cette fédération d'utilité publique, elle vise justement à accompagner les politiques quelque part publiques dans la transformation digitale de notre écosystème de la santé, et donc on a énormément d'acteurs effectivement qui sont mobilisés sur ce sujet. Merci Mustapha. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on parle aussi d'une technologie qui est au cœur de la concurrence au niveau géopolitique. Elle est aujourd'hui au cœur d'enjeux de compétitivité, de souveraineté également. L'Europe a décidé d'adopter une stratégie qui repose sur plusieurs principes directeurs. Est-ce que vous pouvez nous les détailler un petit peu, Patrick Lorence-Fries, et nous expliquer comment ces principes encadrent l'usage de l'IA en santé ? Alors, tout à fait. Donc, c'est un point majeur. Ça a été abordé là aussi dans la première table ronde. Au centre, il y a désormais l'IA Act. Il y a un certain nombre d'autres législations qui tournent autour de ça. Mais si on veut aller à l'essentiel, c'est l'IA Act, qui est effectivement très structurant. C'est-à-dire que, on va le voir, ça détaille un certain nombre de principes qui sont à la fois exigeants, mais qui sont également une bonne nouvelle pour le développement d'intelligence artificielle dans un contexte de confiance, qui est un point majeur pour nos concitoyens et je pense pour l'ensemble de l'Europe et de notre pays. Alors, si on soulève un petit peu le capot de l'IA Act, la première chose, c'est que les usages sont classés en 4 catégories, suivant leur sensibilité. Donc, au niveau 1, on est sur un niveau de sensibilité très faible. Le niveau 4 correspond à un niveau interdit, suivant les valeurs européennes, et donc il n'est pas possible en Europe de développer de cas d'usage de niveau 4. Tout le secteur de la santé, et notamment dès lors que l'on parle de données patients, se situe au niveau 3, et donc avec un niveau de sensibilité élevé, et j'allais dire c'est une bonne nouvelle que effectivement les données, en particulier patients, soient considérées comme des données sensibles. Alors on est dans la foulée du RGPD, là on capitalise sur le RGPD, mais néanmoins les critères qu'impose l'IA Act sont beaucoup plus rigoureux ou beaucoup plus stricts que ne pouvait l'être le RGPD, puisque l'IA Act se développe suivant 7 axes. On ne va peut-être pas tous les citer parce qu'on pourrait y passer plusieurs dizaines de minutes, mais parmi ces axes, je voudrais notamment relever le rôle clé de la supervision humaine. Donc on voit bien à la fois ce partenariat, ça a été évoqué par Stéphane, par Mustapha, entre l'homme et l'intelligence artificielle, mais l'idée c'est qu'on ne puisse pas développer d'algorithmes qui quelque part perdent le contrôle humain, et donc la question de la supervision humaine et donc de l'éthique, de la privacy by design est vraiment au cœur de l'IA Act, et ça c'est une bonne nouvelle, de vérifier en permanence avec des humains que les résultats produits
ne sont pas contre l'humain, entre guillemets, ou contre la société. Le deuxième point qui est peut-être moins commenté aujourd'hui dans la presse, mais qui est un point également majeur, c'est la question de la robustesse et de la sécurité. Alors on a parlé, c'est Moustapha qui évoquait la question de la cybersécurité, il y aura, si j'ai bien compris, une table ronde un peu plus tard. Mais cette question de la robustesse, elle n'est pas évidente parce qu'on a tout à l'heure évoqué la question des IA de confiance et jusqu'à présent, à quelque part, il fallait choisir entre des opérateurs de confiance et des opérateurs performants. On était un peu dans ce dilemme. Aujourd'hui, en 2025, et c'est une bonne nouvelle, en particulier en France, je pense qu'on est assez en avance sur le sujet, il n'y a plus besoin de choisir entre la performance et la sécurité des données. Il y a désormais un certain nombre d'acteurs qui sont aujourd'hui disponibles pour les acteurs du numérique, pour faire en sorte, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y ait de la confiance inside, et que donc, by design, on puisse s'appuyer sur des opérateurs qui vont garantir à la fois cette robustesse et cette protection des données. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la France, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, parce que ça veut dire que ça va être un facteur de compétitivité. Et donc, de notre point de vue, l'IAC, c'est plutôt une bonne nouvelle, à la fois pour les citoyens français et européens, mais également pour les startups et l'environnement technologique français. Très bien, écoutez, merci beaucoup à tous les quatre pour cette table ronde. C'était très intéressant. Vous pouvez les applaudir.